Putain, je le crois pas. Je suis déjà réveillé et tout à l'heure, je vais devoir me taper plus de 500 bandes dans la matinée pour rejoindre mes potes. Un vrai môme la veille d'ouvrir ses cadeaux de Noël. Ah, je suis tout excité. Ça y est, je suis en route. Rendez-vous à 500 km d'ici, à Tanlay, dans l'Yonne. Ah, il fait bon rouler ce matin. Je vais retrouver Eric, qui arrivera de Chartres, Didier, lui, de Bourges, et enfin Olivier, de Verneuil-sur-Seine. Le rendez-vous est situé à l'entrée de Tanlay, au bord du canal. Finalement, j'arrive le premier avec 1 heure d'avance, et Didier me suit de près. Et c'est au tour d'Eric et Olivier qui ont fait un bout de route ensemble. Notre petit groupe étant au complet, et puisqu'il est l'heure, nous déjeunons sur place. 260 km nous séparent de Gérardmer par l'itinéraire prévu par Eric. On passe par Châtillon-sur-Seine, au nord de Langres, où nous nous arrêtons prendre un pot, Bourbonne-les-Bains, et par le col de Sapois, Gérardmer, et plus précisément l'hôtel de l'Écho du Lac, où nous ferons étape. Avec cette douceur estivale, nous dînons à la terrasse de l'hôtel et une balade bucolique sera nécessaire pour digérer ce copieux et excellent repas. La journée s'annonce radieuse. Nous commençons par traverser Gérardmer, puis direction le col de la Schulde, la route des Crêtes et le Markstein. Après un petit café, on trace jusqu'à Cernay, où nous prendrons l'autoroute pendant quelques kilomètres, histoire de passer Mulhouse et la frontière avec l'Allemagne, et se retrouver très vite dans la forêt noire. À peine la frontière franchie, nous nous retrouvons dans un écrin de verdure. La météo est bien plus clémente que lors de notre passage en 2018 et nous pouvons nous arrêter déjeuner en extérieur. Pour rejoindre notre destination Uberlingen, au bord du lac de Constance, Eric, qui a réalisé tous les road trips, a sélectionné des routes que nous n'avions pas encore prises, tout en évitant de faire trop de détours. Après s'être arrêté se désaltérer, on redescend sur Engen pour longer le lac de Constance jusqu'à Uberlingen, où se situe notre hôtel. Après avoir stationné les motos et s'être installé, on part se balader au bord du lac. On se croirait presque au bord du lac de Caume. L'ambiance est très Dolce Vita. Et du coup, une petite tournée de spritz s'impose. Le temps passe, tranquille, et nous nous resterons sur place, tout en dissertant sur l'étape du jour, assez roulante et qui faisait 311 km. Bon, ce n'était pas le repas du siècle, mais on a quand même passé une excellente soirée. Réveillé de bonne heure, je descends au lac tout proche pour profiter de la quiétude matinale avant le petit déjeuner. Notre étape du jour, Uberlingen à Lermoos en Autriche, est relativement courte, puisqu'elle ne fait que 235 km. Nous avons en projet, une fois installés à l'hôtel, d'aller visiter le château de Rothe et d'emprunter sa célèbre passerelle perchée à 110 mètres de hauteur. À l'occasion de notre pause café du matin, on rencontre ce beau petit sidecar. Au fur et à mesure que les kilomètres défilent, le paysage change pour devenir plus escarpé. Quelques nuages font aussi leur apparition, mais sans menace de pluie. Nous quittons l'Allemagne pour l'Autriche. Quel bonheur d'emprunter ces routes avec ces paysages somptueux. Pour rappel, la vitesse est limitée à 100 km/h sur ces routes autrichiennes et on peut tracer sans constamment surveiller son compteur et scruter les buissons pour vérifier que les forces de l'ordre ne s'y cachent pas.
On s'arrête après Chaupernaud, dans un kiosque, une sorte de buvette qui fait aussi de la restauration rapide. Et c'est reparti. Il ne reste que 80 km pour rejoindre notre hôtel à Lermoz, qui se situe à seulement une vingtaine de kilomètres de Garmisch, et donc du site des BMW Motorrad Days. La météo devient de plus en plus ensoleillée. Et peu après avoir passé le village de Stanzar, on tourne à droite et on quitte la route principale pour un itinéraire bis tournicotant à souhait dont Eric s'est fait une spécialité. Du reste, il semble avoir des fourmis dans le poignet droit et a envie de s'amuser un petit peu. Solidaire, je me sens obligé de l'accompagner. Et mes 125 petits mais vaillants poneys résistent comme ils peuvent au watt de sa XR jusqu'à ce que ça devienne plus roulant. On se regroupe et nous arrivons peu de temps après à notre hôtel où nous posons juste nos affaires pour repartir aussitôt au château fort d'Ehrenberg, situé au sud de Retheux et à une vingtaine de kilomètres de Lermoz. Entre ce château fort et la forteresse Claudia a été construit un pont suspendu, le Highline 179, qui est le plus long pont suspendu du monde pour piétons, avec ses 406 mètres de long et perché à 113 mètres du sol. Si vous êtes dans le coin, pro-chevalier, vaillants damoiselles et damoiseaux, voici un défi de taille qui vous garantira une vue imprenable. Il est temps de rentrer à Lermoz où nous passerons la soirée et demain ce sera Garmisch et les BMW Motorrad Days. Blouson, jean, casque, gants dans les sacoches, on arbore nos polos estampillés Garmisch, réalisés pour l'occasion. Mais au fait, je ne t'ai pas dit à quoi correspondait Rode. C'est tout simplement l'initiale de nos prénoms. Allez, place à la visite des différents stands où se côtoient les anciennes et les dernières nouveautés. BMW Motorrad Days à Garmisch-Partenkirchen, c'est la Mecque des addicts de la marque. Les accessoiristes spécialisés, Touratech, Vanderlich, les préparateurs, Martin & Co, pour ne citer qu'eux, sont tous là et présentent sur de vastes stands leur savoir-faire. Au BMW Motorrad Days, on se désaltère, on mange, on profite aussi d'attractions. Bref, pour tout béhémiste qui se respecte, il faut avoir été au moins une fois dans sa vie de motard à Garmisch. Au stand du motoclub BMW France, nous rencontrons la nouvelle directrice du département BMW Motorrad France, Nathanaëlle Emmerich elle-même, avec qui nous discuterons un beau moment. Attraction à ne pas rater aussi, le mur de la mort, où les pilotes convient un spectateur au hasard à les rejoindre dans l'arène. Enfin, au hasard, comment dire, la demoiselle avait quelques atouts. On s'en est mis plein les mirettes. Le temps est passé très vite et il faut penser à rentrer. D'autant plus que la météo annonce de la pluie pour ce soir. Donc si on peut éviter... Ben, il était temps qu'on arrive à l'hôtel. Nous avons été chanceux sur ce coup-là. Pour se remettre de ses émotions, petite balnéo et petit spritz. Hein? Pourquoi petit? Comme souvent en montagne, le temps change vite.
ce qui nous laisse espérer pour demain une météo clémente. La nuit a été mouvementée côté météo, et ça n'a pas raté. Nous quittons l'Hermos sous la pluie. Espérons que ça s'arrange, car nous avons un super programme pour cette étape, avec le Großglockner et le Biker Point. Alors que certains sont déjà sur le chemin du retour, nous, on continue notre road trip, et ce n'est pas cette pluie qui va gâcher notre plaisir. Notre étape fait aujourd'hui 347 km, une étape un petit peu longue, avec pas mal de relief, mais qui devrait nous laisser le temps d'apprécier les paysages. Après être repassé par Garmisch, puis Walgo, nous empruntons une petite route privée, donc à péage, pour longer le lac de Wagency. La pluie nous accompagne par intermittence jusqu'au lac de Silvenstein, où nous rencontrons un groupe de Malaisiens en 1250 GS de location. Oui, des Malaisiens de Malaisie. Par la suite, le temps s'améliore doucement mais sûrement, et les vêtements de pluie peuvent réintégrer les sacoches. Tu fais touriste américain avec ta casquette et tes lunettes. Ouais. Tu crois? Et on va voir ce que ça donne. Bon, non, je trouve pas, moi. À voir peut-être, ouais. Attends, je vais faire la Didier, tu sais, la Didier. Yo! Ouais, là, je suis Didier, là. Hey, man. Ouais, man, yo! What the fuck, man? La route étant sèche, nous en profitons pour échanger de moto. Malgré le copieux petit déjeuner de ce matin, certains estomacs se manifestent. Une petite collation s'impose. Là, on est sur le produit local. Ouais. Donc, c'est essentiellement de la pomme. Tout à fait, ça fait pas de mal. Je la mange pas. Je ne mange que les fruits. And it makes me so angry. C'est pas tout ça, mais nous avons un programme chargé. Et le beau temps retrouvé nous laisse espérer pouvoir profiter des splendides panoramas qui nous attendent. Let's go pour le col de Gerlos et les cascades de Krim. Waouh, que c'est beau! Encore un paysage de carte postale. Je sais, je me répète, mais franchement, quelle beauté ces panoramas. Petite vérif sur les GPS, il nous reste encore un peu plus de 100 km, avec le col du Großglockner, qui est le plus haut col routier des Alpes en Autriche, avec ses 2505 mètres, et que je classerai dans le top 10 des road trip moto. Eric n'a pas résisté trop longtemps à cette route. Il est parti faire mumus devant. Du coup, je me lâche aussi et je pars le rejoindre. Ce qui a pour conséquence d'entraîner le reste du groupe. And it makes me so angry. Cet exercice récréatif fort plaisant étant terminé, nous approchons de la route alpine du Großglockner. Mais le ciel est en train de se charger. Et ça ne rate pas, il se met à pleuvoir. L'année dernière, lorsque nous y sommes passés, il faisait 3 degrés et il tombait des cordes. À cet instant précis, je ne savais pas que ce serait encore pire cette année. Il est fréquent de rencontrer dans cette région et à cette saison des véhicules agricoles d'époque, tous rénovés, bravant parfois les éléments dans les cols mythiques à une vitesse maximum de 20 km/h. En ce qui nous concerne, en plus du froid et de l'humidité, une brume épaisse est en train de se former. Et après avoir hésité,
nous montons quand même au Biker Point par la petite route pavée Liddell White Spikes. De là-haut, le panorama permet de découvrir, entre autres, la cime du Großglockner. Eric a juste le temps de prendre une photo et la brume que nous avions vue se constituer en altitude nous submerge. Tant pis pour les panoramas et nous décidons de repartir direction Linz en passant tout près du Großglockner, mais sans emprunter la route en impasse qui permet de l'observer de plus près. Il pleut, il fait froid et parfois on n'y voit pas grand-chose. Vraiment dommage. Pour avoir eu la chance d'y passer par beau temps, on s'en met pourtant plein les mirettes. Plus on s'approche de Linz, plus la météo s'améliore, avec en fond les Dolomites. Nous avons le temps de sécher avant notre arrivée à notre hôtel situé en centre-ville de Linz. Allez, une bonne douche pour se détendre, un petit tour dans la ville, une tournée de spritz, un bon resto, tous les ingrédients pour passer une bonne soirée avec ses potes. Au réveil de la fenêtre de ma chambre, la météo semble correcte. Nous avons une étape de 296 km avec les Dolomites comme plat principal. Quelques kilomètres à la sortie de Linz, on quitte la route principale pour emprunter la L3241. Une petite route parallèle qui monte à flanc de montagne et qu'Eric a inclus dans nos roadbooks quand on est dans le coin. À ne pas louper, même si là ça manque un peu de luminosité pour sublimer les paysages comme lors de notre passage l'année dernière. Notre petite route finit par déboucher sur l'axe principal et peu de temps après, nous quittons l'Autriche pour l'Italie où un peu de soleil nous attend. Au bourg de San Candido, nous quittons la E66 pour la SS 552, un itinéraire un peu moins direct pour rejoindre Cortina d'Ampezzo. Mais les gars, nous sommes en Italie, il serait peut-être temps de se faire une pause cappuccino. On vient de prendre notre premier cappuccino, il était très bon. Allez, direction Bolzano maintenant. Et c'est parti mon petit. Nous voilà en plein dans les Dolomites, cette région que nous avons beau avoir vue plusieurs fois et qui pourtant à chaque passage impose un regard neuf et émerveillé. Eric avait ciblé un passage à Cortina d'Ampezzo à l'heure du déjeuner et pile poil dans le timing, nous trouvons un petit resto à l'entrée de la ville. Copieux hamburger et apple strudel revisité qui me laissera dubitatif et on repart. Bloqués derrière quelques voitures, Eric et Olivier nous ont distancés. Didier aimait les gaz, mais toujours garder une marge de sécurité. Bref, notre petit groupe se reforme et le soleil daigne se montrer pour notre plus grande satisfaction. Saviez-vous que les Dolomites
décrites par Le Corbusier comme la plus belle œuvre architecturale du monde, sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Et leur nom, il a été attribué par un géologue français, Dieudonné Dolomieu, qui avait identifié dans certaines roches la présence de calcaire dolomitique. Petite pause au snack bar de l'hôtel du Col de Sella, qui offre un parking biker par marque de moto et qui est globalement bien respecté. N'est-ce pas, Olivier ? Après cette pause, nous passons sur l'autre versant, en direction de Canazé. Une fois de plus, les paysages qui s'offrent à nous sont magnifiques. Je manque de qualificatifs pour exprimer notre ressenti. En plus, la route est splendide, avec un enrobé de qualité. Mais quel plaisir d'enchaîner les kilomètres en moto dans de telles conditions. Un autre site reste à contempler aujourd'hui, le lac de Carezza, imbibé de légendes folkloriques et situé au milieu d'une épaisse forêt de sapins. Mais grosse surprise à notre passage, de gros travaux de déboisement sont en cours. Espérons que ceux-ci ne naturent pas ce lac d'une beauté incroyable. Tout a une fin et nous quittons cet Éden pour traverser Bolzano par son boulevard extérieur qui est très embouteillé. Pour finir en beauté cette étape, nous empruntons la SS42 que je recommande vivement. Cette petite route à la sortie de Bolzano vous fait passer de 260 mètres d'altitude à 1362 mètres en un peu plus de 14 km pour atteindre le col de Mandola. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Sorry for nights we can explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. Alors, quand je te disais que je recommandais cette route, c'était pas une fake news? D'autant plus qu'en haut, la vue sur la chaîne des Dolomites vaut vraiment le détour. Après les photos d'usage, nous repartons tranquilles pour les 20 derniers kilomètres qui nous séparent de notre hôtel, le Viridis, à Revo, qui surplombe le lac de Santa Agustina et que nous connaissons bien pour y avoir déjà fait étape. Nous venons de partir de notre hôtel, le Viridis à Revo, situé à quelques dizaines de kilomètres de Bolzano, la tête encore pleine des magnifiques paysages de notre trip d'hier dans les Dolomites. Le programme d'aujourd'hui est tout aussi appétissant, puisque en entrée nous avons le col de Gavia,
bien connu pour sa route extrêmement étroite. En plat principal, le non moins prestigieux, j'ai cité le col du Stelvio. Après un passage à Saint-Maurice, puis par le col de Maloja, nous rejoignons le lac de Côme, où nous nous poserons 2 jours à Menaggio pour visiter le musée Moto Guzzi. Tout avait pourtant bien commencé. Temps clair et dégagé, belle route, beau paysage. On quitte notre itinéraire principal pour emprunter la SP29 pour se faire le col de Gavia par le sud. Mais quelques kilomètres avant d'attaquer les choses sérieuses, barrage, un éboulement s'est produit et impossible de passer. Bon, il y a des choses plus graves. Demi-tour et direction de Stelvio. Nous voilà sur la route du Stelvio par le côté sud et ça n'a pas été forcément facile de récupérer notre itinéraire. Donc là on est en route pour monter en haut du Stelvio. On a eu une petite déception ce matin puisque le col de Gavia était fermé. Bon voilà, ça nous a fait faire un détour, allez, on va dire 50 km, on a perdu un petit peu plus d'1 heure. Et là, ben voilà, ça y est, on a rejoint la route du Stelvio. Et là on en profite pour casser une petite croûte avant d'arriver tout à fait là-haut parce qu'on pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Bon alors les filles, vous avez fait votre choix? Oui, ma poule. Ouais. Panino. Comment? Non, non, ah non, non, on a dit panino spécial pour tout le monde. Allez, on l'a fait comment? Non, non, Didier, la fête, elle a vraiment commencé là. Pour rappel, nous sommes arrivés par le sud, par Bormio, et aller jusqu'en haut du col ne comporte pas de difficultés particulières. Par contre, de l'autre côté, en direction du nord-est, c'est beaucoup plus technique. Et les épingles, les fameux tornantes, présentent parfois un dévers impressionnant qui ont participé à la renommée de ce col. On arrive en haut du col, on fait les photos souvenirs et je papote un peu avec des membres du chapter Harley Davidson de La Rochelle et je leur apprends que le col de Gavia est fermé pour leur plus grande déception. On ne traîne pas et on repart pour la partie un petit peu plus technique où Eric va nous faire un joli exercice de style pour lequel il va gentiment se faire chambrer durant tout le reste du road trip. Entre les dévers, l'étroitesse parfois de la route, il faut rester vigilant, y compris quand on est expérimenté. Si je puis me permettre un petit conseil, et si vous le pouvez bien sûr, évitez de passer le week-end. Il y a bien sûr plus de monde, mais des locaux dont le Stelvio et le terrain de jeu déboulent parfois comme des malades. En bas du col, nous retrouvons le soleil et nous prenons la direction de la Suisse où nous ferons un bref passage avant de prendre un long tunnel qui nous ramènera en Italie. Le tunnel de Montelachera, long de 3394 mètres, est à sens unique alternatif et payant bien sûr, comptez 12 € par moto. Il relie le canton des Grisons en Suisse au lac de Livigno en Italie. Livigno qui est une zone franche et où l'essence coûte moins d'1 € le litre. Bon, j'exagérais un peu, 1,057 centimes d'euros pour un litre de samplon.
Livigno, c'est aussi une des stations de sport d'hiver les plus importantes des Alpes, avec un climat très doux grâce à son exposition solaire. On continue et quelques kilomètres plus loin, c'est à nouveau la Suisse. Après la pause photo au glacier de Pontresina, nous arrivons rapidement à Saint-Moritz, que nous traversons sans problème. On longe ensuite le lac de Silvaplana et celui de Sille. Et c'est enfin le col de Maloja, mais compte tenu de l'heure, nous nous retrouvons dans un flux de travailleurs frontaliers qui rentrent en Italie. Et il y a pas mal de circulation. Reste maintenant à tracer jusqu'au lac de Caume en profitant de ces paysages que sublime la météo changeante. La météo est maussade au lac de Caume et des flaques d'eau laissent penser qu'il a dû bien pleuvoir cet après-midi. Nous arrivons enfin à Menaggio et direction l'hôtel, le Gari Corona qu'Eric affectionne particulièrement. Il faut reconnaître que le cadre est vraiment génial. Les motos stationnent dehors, mais juste sous nos fenêtres. Après cette belle étape de 407 km quand même, avec le petit détour dû à la fermeture du col de Gavia, place à la Dolce Vita. Est-ce cette bonne odeur de café italien qui vient flatter nos narines? Toujours est-il, on se retrouve tous à l'ouverture d'un café de la place pour déguster un petit cappuccino avant le petit déjeuner de l'hôtel. Nous voilà maintenant à Canonabia, à quelques kilomètres de notre hôtel, munis du précieux sésame pour embarquer sur un ferry qui va nous emmener à Bellagio, de l'autre côté du lac de Caume. Programme très soft aujourd'hui qui consiste à profiter de la douceur de vivre à l'italienne et de visiter le musée Moto Guzzi à Mandello del Lario. Connaissant un peu le coin, je passe devant et nous allons directement au parking de roues. Une fois les motos stationnées, on part flâner dans cette jolie bourgade avec ses terrasses ombragées, ses ruelles escarpées, sa jolie petite place de l'église. Au moment de repartir, on rencontre un guziste français qui lui aussi a prévu de visiter cet après-midi le musée Moto Guzzi. Nous reprenons notre balade pour rejoindre Lecco, situé à l'extrême sud-est du lac de Caume. Déjeuner gourmand en terrasse où deux clans s'affrontent, les consommateurs d'eau gazeuse contre ceux consommant une boisson à base de malt et de houblon. Après cette petite pause gastronomique, nous rejoignons le musée Moto Guzzi qui se situe à seulement quelques kilomètres. Celui-ci est gratuit, ouvert entre 1 ou 2 heures selon la saison les après-midi de la semaine. Il est situé à Mandello del Lario, au sein de l'usine historique qui a vu naître le mythe de l'aigle en 1921 et où a été construite ma diva, ma V11 Rosso Corsa de 2004. Olivier est lui aussi amateur de Guzzi, puisqu'il en a possédé plusieurs, et qu'au moment où je monte ce film, il vient d'acquérir une V11 Rosso Corsa avec 81 000 km. Juste rodé quoi. Et coïncidence, fabriquée et assemblée sur la même chaîne de montage que ma moto. 16 exemplaires séparent ces deux motos. Bien entendu, lors de la visite, nous en profitons pour éduquer nos deux incultes camarades qui font la moue devant ces pourtant magnifiques joyaux.
de la visite, direction le petit port de Varenna pour y prendre le ferry. Il y a pas mal de monde et il règne une sympathique pagaille. De retour à l'hôtel, il nous reste à profiter de cette dernière soirée à Menaggio façon Dolce Vita. Pas de soleil ce matin, mais il fait doux et la route est sèche. Nous avons 310 km aujourd'hui. Nous passerons plusieurs fois la frontière entre l'Italie et la Suisse avec entre autres le Simplon et le Grimsel pour faire étape ce soir à Grindelwald en Suisse. Cette petite route dans la vallée de Vigezzo est franchement sympa. Peu de circulation, tourniquetante à souhait. Eric, qui prépare les road trips, s'est encore bien débrouillé. On roule et on finit par arriver aux portes du Simplon, où nous nous arrêtons déjeuner d'un bon plat de pâtes côté italien de la frontière. À peine reparti du resto, on se retrouve en Suisse en direction du Simplon en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Tout le monde a en tête les 1140 € d'amende dont ma femme et moi avons écopé ici en 2016 pour un petit excès de vitesse. Du coup, le Simplon, moi je dirais moyen, très moyen. Enfin, à la vitesse légale. Parce que sinon, entre l'enrobé parfait, les courbes bien dessinées, enfin bref, on se calme et on enroule à 79 km/h. Nous arrivons à Gletsch, qui se trouve au pied de deux cols, le col de la Furka et celui du Grimsel. Après une petite pause devant le grand hôtel du glacier du Rhône, datant de 1870, témoignage historique de l'industrie hôtelière suisse. En effet, n'oublions pas que le Rhône prend sa source dans les Alpes suisses, au sommet du col de la Furka. Mais ce qui nous intéresse là pour le moment, c'est le Grimsel. Allez, quelques photos histoire d'immortaliser l'instant. Mais on ne traîne pas trop, une brume épaisse est en train de se former et on ne voudrait pas se retrouver dans la situation comme lors de notre passage au Großglockner. Il nous reste à rejoindre Breins et son lac que nous longerons par le nord pour éviter l'autoroute, Interlaken, et ensuite monter sur Grindelwald où nous ferons étape. Après avoir repéré notre hôtel, stationné les motos et s'être installés dans nos chambres, nous partons à pied découvrir cette petite station. On retrouve avec plaisir ce matin un peu de soleil. Il faut avouer que cette étape ne va pas nous laisser un souvenir impérissable. Entre les tarifs pratiqués, la population touristique à 75% asiatique et à 25% pour le reste des Émirats arabes, on s'est retrouvé un peu seul hier soir. Pas de spritz, pas de bons petits plats, à moins de faire fondre la carte bancaire. Bref, on évitera l'année prochaine les étapes en Suisse, ou du moins dans les sites touristiques. Ce soir, nous ferons étape en France, à Cuiseaux exactement. Après avoir passé Interlaken, on longe maintenant le lac d'Eutan. Puis,
Nous traverserons une zone boisée et vallonnée avant d'arriver à Yverdon-les-Bains pour rejoindre Cuiseaux par le Jura. Et c'est là que nous connaissons notre premier problème mécanique. Juste l'embout de guidon de la GSA qui s'est desserré. Et tandis qu'Olivier et Eric cherchent un Concess BM, je prends la pause. C'est évidemment très vite réglé avec gentillesse et aimabilité. Et on en profite pour faire le tour de cette très belle concession. Alors, ça va les garçons? Hein, vous n'avez pas trop fait les cons dans la montée là? Qu'est-ce qui avait promis de plus faire de conneries en Suisse? Moi. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas dépassé les 80. On a connu pire côté paysage pour prendre le café. C'est notre dernier jour de voyage tous ensemble et du coup on traîne un peu. On passe Yverdon-les-Bains et nous arrêtons déjeuner juste après, à Vaulion, aux Trois Cœurs, qui offre pour la Suisse un excellent rapport qualité-prix, certainement en raison de la proximité avec la France. Nous passons la frontière à Le Brassus-Carroz. Ça y est, nous sommes en France. Et les mauvaises langues diront à juste titre que ça se voit rien qu'avec la qualité de l'enrobé de la route, rapiécée de partout. Un petit peu plus loin, c'est bien mieux. Le Jura offre aussi de belles petites routes tournicotantes à souhait. Dernière pause de la journée, au lac de Vouglan. Et à peine 40 minutes plus tard, nous arrivons à Cuiseaux, notre étape du soir. L'hôtel Vuillot, où nous avons réservé en demi-pension, offre, en plus d'un parking privé, une piscine. La chambre que nous partagions avec Eric était confortable. Par contre, celle de Didier et Olivier était plus que moyenne. Mention particulière pour la fille des patrons qui servait au restaurant et que nous avons surnommée Miss Sourire. Dernier jour du trip, tout le monde s'active de bonne heure ce matin. Chargement de la moto, petit déjeuner avalé dès l'ouverture du resto. Nos chemins se séparent ici. Ayant le plus de kilomètres, je pars le premier, cap à l'ouest, pour les 586 km qui me séparent de La Rochelle. Nos retours respectifs à la maison se déroulent sans problème et sous le soleil. En ce qui me concerne, je n'ai pas traîné et les 586 km ont été avalés en un peu plus de 7 heures. Un road trip de 3647 km. Et pour info, celui de 2020 est quasiment bouclé. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à nous suivre pendant ce road trip. Si tu as aimé, tu connais, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir.
Et pour ne rien rater, abonne-toi à la chaîne.